Alors là c'est l'hécatombe. Vous savez, en ce moment, il y a ce qu'on appelle donc, je ne vais pas dire le relancement, on va dire le conflit, cette fois physique et territorial, entre l'Inde et le Pakistan. Alors vous allez me dire, oui, mais le sujet n'est pas si intéressant que ça, Kentra. Je veux dire, bon, c'est un pays, enfin, ce sont deux pays qui sont assez loin, avec qui on n'a pas grand-chose en commun. Je veux dire, Inde et Pakistan, ils sont majoritairement donc hindouistes et musulmans. On n'a pas grand-chose à voir avec eux, etc. Bon, effectivement, mais c'est toujours intéressant de s'intéresser évidemment aux conflits géopolitiques, aux conflits mondiaux, pas forcément concernant notre culture ou justement notre personne ou nos, je dirais, nos fondamentaux. J'ai envie de dire, il faut sortir un petit peu de tout ça aussi. Et vous allez voir que dans la dernière FAQ de Asselineau, à laquelle on va réagir, évidemment, un abonné à lui pose la question sur le conflit indiano-pakistanais ou pakistano-indien et lui demande son avis. Et Asselineau prédit quand même que ça pue. Ça pue parce que, vous allez le voir, il distribue Red Pill sur Red Pill. Il vous apprend des tonnes de choses. Notamment, il parle aussi de l'hypocrisie de certains musulmans, notamment sur Twitter, qui ont une haine envers les Indiens. Donc, quand il y a du racisme maghrébin ou arabe, c'est les premiers à chialer. Et par contre, quand il s'agit de se moquer des Indiens et de faire des blagues sur le caca, là, c'est super marrant. C'est super. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte que le pays où il y a quasiment le plus de musulmans au monde, c'est l'Inde. Inde, Pakistan, Indonésie. D'ailleurs, si on compte le nombre de musulmans qu'il y a en Inde, c'est pas loin de 200 millions. Il y en a plus que tout le Maghreb. Tu dis ça à un espèce de pseudo-converti sur Twitter qui te parle de Allah tous les jours. Là, en fait, tu le mets dos au mur. Tu le mets dos au mur. Donc ça, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y en a un petit peu marre de voir que les gens, en fait, réfléchissent toujours de manière binaire. Ça y est. Tout comme le conflit israélo-palestinien, durant le relancement de ce conflit-là, durant le 7 octobre, les gens ont tout de suite pris parti. Ah bah non, Israël, truc, machin, donc côté palestinien, c'est très bien, mais le problème c'est que si vous ne comprenez pas pourquoi il faut être pour la Palestine, ça ne sert à rien de montrer et de crier sur tous les toits que vous êtes pour Palestine. Il faut comprendre pourquoi vous l'êtes. Il ne faut pas l'être simplement parce que c'est un peuple opprimé et que ce sont les victimes. Pas ça. C'est que derrière, il y a le projet messianique, le projet du Grand Israël, il y a un projet hégémonique qui va au-delà des frontières israéliennes, etc., etc. De même que là, vous allez vous rendre compte que pour le conflit indiano-pakistanais, la question n'est pas simplement de soutenir les Pakistanais parce qu'il y a des musulmans au Pakistan et donc, oh là là, regardez, c'est les victimes du grand monde. Mais absolument pas. Absolument pas. Il y a tout autant de musulmans en Inde qu'au Pakistan. Et la question d'ailleurs n'est même pas religieuse. Vous allez le voir dans cette vidéo justement d'Asselineau. Je ne vais pas en dire plus, mais voilà, c'était le petit coup de gueule du début. Il y en a un peu marre, tout comme l'Ukraine-Russie, pareil. Hein. Les identitaires qui soutiennent à fond l'Ukraine et d'autre côté, de même que les progressistes, macronistes soutiennent l'Ukraine et à l'inverse, les mecs un peu les droits tardés, non pas identitaires, mais cette fois-ci un petit peu plus virilistes, poutinistes, soutiennent Poutine parce que Poutine, ah bah regardez, Poutine, il chevauche des ours. Mais il ne faut pas soutenir Poutine et la Russie parce qu'ils chevauchent des ours. C'est parce que justement, ils combattent aujourd'hui les valeurs de l'Occident qui sont nauséabondes et qui nous dirigent finalement vers notre propre mort. Tout ça, il faut le comprendre, mais tout ça, ça demande de la recherche, ça demande justement à décortiquer le problème de fond en comble, de comprendre les tenants et les aboutissants, et de ne pas montrer simplement du doigt les conséquences, mais aussi les causes. Et c'est aujourd'hui ce que fait Asselineau concernant le conflit israélo-pakistanais. Et c'est ce qu'on fait aussi sur cette chaîne-là concernant à peu près toutes les questions, que ce soit les questions de réseau avec l'affaire Brigitte, l'affaire Epstein, ou encore les conflits ukraino-russes, israélo-palestiniens, etc. On ne cherche pas simplement à se mettre dans un camp pour se sentir, pour se mettre du côté de l'opprimé, parce que se mettre du côté de l'opprimé, c'est se mettre du côté de l'humain. Absolument pas. On se met du côté de la raison et de la vertu. Et la raison et la vertu, vous justement, à une certaine indépendance de tous les pays, une certaine autosuffisance de tous les pays, de tous les peuples, et de sortir justement de cette hégémonie qui a souvent des fins financières, capitalistes, mais aussi messianiques. Bref, je m'arrête là pour la digression du début de vidéo. Chers amis, si vous êtes nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, comme vous le voyez. On va au-delà de la vision binaire, on ne fait pas que pointer du doigt les conséquences, on pointe aussi les causes. Donc, abonnez-vous, chers amis, si vous n'êtes pas abonné, on est bientôt à 70 000 abonnés, ça fait plaisir. Mettez un like, commentez. Ceux qui sont déjà abonnés, mettez la cloche, c'est très important. On va se regarder donc cette petite vidéo d'Asselineau qui dure quand même assez longtemps. Donc vous me permettez, chers amis, on va mettre ça en accéléré. Je vais mettre ça en 1,25. Comme ça, voilà, c'est pas non plus. Si je vois que c'est trop dérangeant, vous mettez-moi en commentaire. Et puis pour les prochaines reacts, pour les prochaines vidéos réactions, on mettra en normal. Mais là, comme la vidéo dure un peu longtemps, elle dure pas loin de 20 minutes. C'est pas énorme. Mais comme 20 minutes, bon,
surtout si je fais des petites digressions entre-temps, ça peut vite durer assez longtemps. Donc posez-vous, prenez une tisane ou un café ou un petit pas de taille. Et puis voilà, on va se poser là-dessus et c'est parti. Une question du chat de Mohamed Dabi. Monsieur Asselineau, que se passe-t-il actuellement entre l'Inde et le Pakistan? Un risque de guerre à haute intensité est-il réellement à l'ordre du jour et pourquoi ces peuples se haïssent-ils? Ah, alors ça va on va me dire que je fais encore des dégagements un petit peu longs, je vais essayer d'être bref, quitte à y revenir sur une vidéo de fond. Bon, alors où est-ce qu'on va remonter? On va remonter. Alors l'histoire de l'Inde, des Indes, c'est-à-dire à peu près en l'an 1100, il y avait en Inde des principautés avec ce qu'on appelle des maharajas. Raja, ça veut dire le roi, maha, ça veut dire grand. Donc les maharajas, c'était des princes qui avaient un petit peu partout, qui étaient en général de confession, enfin tous de confession hindouiste. Hindouiste, ça veut dire l'hindouisme. C'est une religion qui repose sur toute une série de textes sacrés, dont les plus connus, ça commence par les Rig Veda les plus anciens. Il y a ce qu'on appelle les Upanishads, qui sont un petit peu des expressions proverbiales ou des anecdotes ou des choses comme ça, qui sont très puissants. Mais enfin, je ne suis pas là pour parler de ça. Et puis il y a quelques grands textes, notamment il y a 2 très grands textes qui sont d'une part le Mahabharata, qui veut dire Maha, ça veut toujours dire grand. Bharata, c'est le nom de l'Inde. En hindi, en sanskrit, Bharat, hein, c'est comme ça que les Indiens parlent de leur propre pays. D'ailleurs, le parti actuel qui est au pouvoir, c'est le Bharatiya Janata Party, c'est le parti de la mer indienne, le parti de Narendra Modi. Et l'autre grande épopée, c'est le Ramayana, qui est une épopée. Alors, ces 2 textes sont immensément longs, sont beaucoup plus grands que la Bible. Ils n'ont d'ailleurs, ni l'un ni l'autre, n'ont jamais été, je crois, traduits intégralement en français, ni même en anglais, parce que c'est des trucs à l'indienne. Enfin, il faudra qu'un jour je fasse une vidéo longue sur la civilisation indienne, qui est absolument passionnante, où il y a beaucoup de religions, d'ailleurs, qui se télescopent. Bref, l'Inde a été, donc le Rig Veda remonte à très 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 ancien, à l'époque peut-être des pyramides égyptiennes, donc en moins 2000 avant Jésus-Christ. Et puis vous savez qu'il y a eu l'apparition aux alentours de moins 500 d'une hérésie de l'hindouisme qui s'appelle le bouddhisme, qui est une hérésie, reprend un certain nombre de thématiques de l'hindouisme, en apporte d'autres. Le Bouddha, le prince Gautama, a apporté à l'hindouisme, il a fait la même chose à l'hindouisme que 500 ans après, ce que le Christ a fait au judaïsme. Voilà. C'est-à-dire que l'hindouisme est une religion qui concerne un peuple, c'est une religion ethnique, et le Bouddha, à partir de cette religion dont il faisait partie, l'a explosé en faisant du bouddhisme une religion universelle. Pareil, le Christ, à partir du judaïsme dont il faisait partie, qui était juif, a fait de cette religion une religion universelle. Et d'ailleurs ça, j'en ai déjà parlé, chers amis, en vidéo. Pour ceux qui suivent bien les vidéos, j'ai toujours dit, c'est étonnant les liens entre Jésus et Bouddha. Il y a des liens vraiment très limite étonnants. Parce que c'est vraiment exactement le même parcours, sachant que Bouddha, c'est 5 siècles avant l'histoire de Jésus, et c'est le même modèle. C'est un peuple sous une religion prédominante, souvent d'ailleurs tribale et ethnique, notamment avec l'hindouisme et à l'époque au niveau du Christ, le judaïsme. Et d'un côté, il y a 2 personnes qui arrivent, donc le Siddhartha Gautama, le Bouddha, et Jésus-Christ, fils de Dieu finalement. Les 2 arrivent et chacun reprennent les bases en fait de cette religion tribale et ethnique pour au final en faire une religion universelle. Et ça, c'est assez intéressant. Les 2 ont suivi le même parcours. Et d'ailleurs, on peut même aller encore plus loin entre Jésus qui a quitté justement qui a renoncé à la luxure, qui a renoncé à un train de vie indécent auquel il pouvait avoir. Il a refusé tous les intérêts, toutes les opportunités pour au final se donner finalement au monde entier, à l'univers, et notamment aux plus démunis et aux plus pauvres. Hein, c'est un peu son message. Et de même que Bouddha a quitté donc, la grande caste à laquelle il appartenait, la caste des guerriers, à laquelle il devait d'ailleurs être le futur prince, etc. Il a tout quitté pour finalement devenir un ascète. Et donc c'est assez marrant les similitudes qu'il y a. Et de même, on retrouve même pareil hein, chez les philosophes, notamment même en ce moment je lis Cicéron sur le bonheur, qui a un discours très bouddhiste hein, finalement sur la forme, notamment l'extinction du désir, le nirvana, etc. Très très intéressant. Donc vraiment, je vous conseille de vous renseigner là-dessus. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à tout ça, c'est vraiment pertinent. Et ça apporte de nouveaux angles de vue. Notamment avec le magistère ensuite pastoral de Saint Paul. Bien. Et puis voilà, on avait alors le bouddhisme s'est répandu en Inde, il s'est surtout répandu après à Ceylan et puis en Asie du Sud-Est, il est remonté en Chine, au Tibet, puis il est allé jusqu'au Japon. Et puis est arrivé en l'an 1000, 1100 plus exactement, les invasions musulmanes, parce qu'entre-temps, donc en 622-632, on peut considérer que c'est le développement de l'islam. Après la mort du prophète, l'islam se répand à toute allure. D'un côté, va atteindre, en une centaine d'années, va atteindre la ville de Poitiers, hein, entre 632 et 732, la bataille de Poitiers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'islam s'est répandu comme une traînée de poudre à travers le Machrek, le Maghreb, à traverser le détroit.
du rocher de Tariq, puisque le conquérant musulman s'appelait Tariq, et en arabe, ça s'appelle Jebel al-Tariq. Et Jebel al-Tariq, c'est ce qui a donné le nom de Gibraltar. Et puis ensuite, ils ont envahi la péninsule ibérique jusqu'à être arrêtés à la bataille de Poitiers par Charles Martel. Et puis de l'autre côté, les musulmans ont envahi, ont gagné l'Iran, sont allés jusque dans les confins du Xinjiang chinois. Et puis, ça s'est un peu arrêté. Sauf qu'en l'an, alors je dis de mémoire, parce que là je suis quand même pris tout à trac, mais dans l'an 1100, il y a quelqu'un qui s'appelle Mahmoud de Ghazni, qui est un musulman, qui doit venir probablement de l'Iran actuel, et qui conquiert le nord de l'Inde. Et il va introduire, avec ses soldats, il va introduire de force, en fait, l'islam en Inde. Et donc, à partir de cette épopée, avec la création du sultanat de Delhi, on va avoir une espèce certains diraient de grand remplacement, mais on va avoir une espèce d'invasion musulmane qui va conquérir essentiellement le nord de l'Inde. Avec d'ailleurs un certain nombre de princes qui vont être convertis, ou de principautés qui vont devenir musulmanes, comme par exemple, je crois que c'est le Nizam d'Hyderabad, qui est au centre de l'Inde. Et puis, il va y avoir donc le sultanat de Delhi avec des monuments qui vont être des monuments d'essence musulmane. Parce qu'après l'épopée de Mahmoud de Ghazni, il y aura d'autres invasions, et notamment la plus prestigieuse d'entre elles, qui est un prince qui est né dans la vallée du Fergana, c'est-à-dire actuellement dans l'est de l'Ouzbékistan, qui dans sa jeunesse perd sa principauté. Il est musulman. Il est originaire de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ouzbékistan, c'est dans la civilisation iranienne. Et il part, il est chassé de chez lui, il traverse ce qui est aujourd'hui l'Afghanistan, et il déferle dans la vallée du Gange, et il va créer, il s'appelle donc Babour, et il va créer l'empire moghol, à ne pas confondre avec les Mongols. Les Mongols ça c'est tout à fait autre chose, ça se passe en Mongolie, au nord de la Chine. Là, c'est l'empire moghol qui va commencer au début du XVIe siècle, et qui va connaître son apogée tout au long du XVIIe siècle, pour mourir en 1857, je crois. Le dernier empereur moghol a été déposé par les Anglais. Et à partir de ce moment-là, vous avez eu la floraison d'une civilisation musulmane en Inde, dont le plus grand symbole est le Taj Mahal, que si vous êtes allé en Inde ou si vous n'y êtes pas allé, tout le monde connaît dans le monde entier. Moi, j'avoue que je l'ai vu de mes yeux, le Taj Mahal, c'est magnifique. Ça a été fait vraiment avec précision, les jardins, Vraiment, je vous conseille d'ailleurs d'aller en Inde. C'est d'ailleurs assez marrant de voir, j'avais vu un tweet un jour, c'était un tweet de Serfia qui disait « Selon vous, quel pays mérite d'être supprimé de la Terre, etc. » Ou quelle civilisation, je suis un tweet comme ça. Et tous les gens disaient Inde, 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 parce qu'évidemment les Indiens ont cette réputation d'être souvent mal élevés, impolis, sales, etc. Que dans les autres pays, quand ils vont dans d'autres pays, ils sont assez impolis, ils sont assez... disons qu'ils font un petit peu comme chez eux. Et c'est vrai que c'est vrai, c'est notamment même en Thaïlande, par exemple, dans les villes comme Phuket ou même Pattaya, etc. Souvent, c'est des gens qui se permettent un petit peu tout, qui sont assez... voilà, mais... et c'est dingue de se dire que finalement, moi, par exemple, quand je suis allé en Inde, ça a changé complètement ma vision que j'avais des Indiens. Mais complètement. Pour moi, justement, j'avais l'idée de me dire je vais aller en Inde pour découvrir ce monde un petit peu différent. Et au final, en fait, on se rend compte que, je ne veux pas dire qu'ils sont même supérieurs, mais c'est vrai que quand on voit le Taj Mahal, quand on voit leur façon de vivre, c'est des choses notamment même très intelligentes finalement. Encore une fois, c'est comme disait Delavier, c'est chaque peuple conçoit son quotidien, ses habitudes alimentaires, ses habitudes professionnelles, etc., en fonction de l'endroit où il est, en fonction du climat, en fonction de l'agriculture, en fonction des ressources disponibles, etc. Et c'est des peuples qui fonctionnent de manière très intelligente, très très intelligente. Donc, et c'est pour ça que notamment le voyage, finalement, vous ouvre l'esprit et ça vous change parfois votre perception des choses. C'est ce que dit d'ailleurs Hegel, rien n'est figé, tout est en mouvement, tout est constant. Ce qui est vrai finalement, tout est toujours en mouvement. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, figurez-vous. C'est assez marrant. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rester d'ailleurs sur ces positions. Beaucoup de gens ont cet a priori de l'Inde, il faut supprimer ce pays-là parce que c'est des gens sales, trucs, machin. Mais finalement, tu te rends compte que en fait, derrière, il y a tout un peuple, il y a toute une histoire, il y a toute une culture qui en fait nous dépasse même largement, nous en Occident. Et c'est pas forcément un concours, c'est pas un concours de qui est supérieur à un truc, non, pas forcément. Simplement, ils ont réussi à construire un système, à construire quelque chose de très très grand, de très très fabuleux, qui nous dépasse, nous finalement. C'est ce que dit Hegel, c'est le beau. C'est le beau parce qu'effectivement, ça relie justement une forme d'art, une forme de création de l'homme qui arrive justement à transmettre quelque chose de très spirituel, d'indéfinissable par des mots. Et donc justement, cette liaison entre l'art et la spiritualité fait justement de l'Inde un pays mystique, j'ai envie de dire même. Le monument qui est le Taj Mahal qu'on trouve à Agra, qui est un monument tout en marbre avec des incrustations de pierres, des marqueteries de pierres précieuses ou semi-précieuses, qui a été fait d'ailleurs par des lapidaires. Certains étaient venus d'Italie, ça se passe au début du XVIIe siècle, avec l'empereur qui s'appelle Shah Jahan, qui veut dire le roi du monde. Il est d'ailleurs assez extraordinaire à notre époque,
de voir que pour le monde entier, l'Inde, c'est symbolisé par le Taj Mahal, Oui. alors même que c'est quelque chose d'importation, puisque c'est une civilisation musulmane. Ouais, c'est clair. Et les hindous regardent le Taj Mahal avec circonspection. Voilà. C'est un petit peu comme si en France, on vrai. considérait l'étranger, l'ensemble des pays du monde, les étrangers dans le monde considéraient que le plus beau monument de France était la Grande Mosquée de Paris, qui, soit dit en passant, est très belle, a été construite en 1922-23, avec des artisans venus du Maroc. C'est une très jolie mosquée qui se trouve dans Paris, mais c'est maintenant un monument ancien, c'est un monument historique qui a plus d'une centaine d'années. Enfin, vous imaginez que ça serait quand même un peu bizarre. C'est un peu le même sentiment que les hindous éprouvent à l'égard de l'islam. J'arrête ici ces références qui ne sont pas que culturelles, c'est pour essayer de vous faire comprendre la profondeur des siècles. C'est que depuis des siècles et des siècles, ça va faire plus de 1000 ans en fait, il y a une animosité entre les musulmans et les hindous. Et même quelqu'un comme, après Babour, il y a eu un prince, enfin un empereur moghol qui s'appelle Akbar, qui veut dire le puissant, qui lui a essayé d'aboutir à un syncrétisme entre la civilisation musulmane, la foi musulmane, et puis la foi hindoue. Voilà. Et donc, alors allez voir un film formidable produit par Bollywood, un film indien qui s'appelle justement Akbar. C'est un film un petit peu du style, les films péplums de Cécile B. 2000, comme par exemple Ben-Hur ou bien les 10 Commandements, c'est encore mieux. Vous avez, c'est une fresque comme ça historique qui s'appelle Akbar, c'est un film indien. Vous le trouverez dans un certain nombre, vous pouvez vous le procurer sur Internet. Franchement, vous ne serez pas déçus, c'est une espèce de film avec des chansons à l'indienne. Enfin, mettez ça, vous écoutez ça, ça dure 3-4 heures. D'un seul coup, vous avez l'impression d'être en Inde. Et essayez, pour votre culture générale, de vous ouvrir l'esprit. Voilà, alors, c'est ça, exactement. Il y a eu cette animosité. Et on en arrive à l'invasion par les Britanniques, qui mettent la main progressivement sur tout le sous-continent indien, et puis qui, après la Seconde Guerre mondiale, vont donner leur indépendance à l'Inde. Ce qu'on appelait les Indes. Et dans les Indes, il y avait une multitude de principautés, certains étant dirigés par des maharajas hindous, d'autres étant dirigés par des nizams, comme à Hyderabad, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou bien à Lucknow aussi, qui était le prince, c'est dans la vallée du Gange, était de confession musulmane. Il y avait des musulmans un petit peu partout. Aujourd'hui, on peut dire que dans le sous-continent indien, il y a à peu près 1,4 milliard d'Indiens de l'Inde, citoyens de l'Inde. Il doit y avoir quelque chose comme 250 millions d'habitants au Pakistan, 180 ou 200 millions d'habitants au Bangladesh, qui eux sont des musulmans. Mais même en Inde, avec 1,4 milliard d'habitants, il doit y avoir quand même 250 millions de musulmans. Ce qui veut dire que l'Inde est à la fois le premier pays hindouiste du monde, de très très loin évidemment, même s'il y a un petit peu d'hindouisme dans quelques États alentours, mais c'est aussi un très grand pays musulman. Il y a beaucoup plus de musulmans en Inde, par exemple, qu'en Arabie Saoudite ou que dans tout le Maghreb, par exemple. Là, il met une pilule rouge. C'est vrai que en fait, finalement, c'est un chiffre. C'est comme l'autre fois, j'avais vu sur Instagram, j'avais vu passer quelque chose qui disait que la Chine allait être un des pays les plus chrétiens au monde. Parce qu'en fait, comme ils sont 2 milliards ou pas loin, ils sont 1 milliard et quelques, bah forcément, même si y a quelques chrétiens en Chine, bah c'est pas loin, je pense, on n'approche pas loin de plusieurs millions finalement. Donc c'est énorme, parce qu'en fait, un pays comme nous en France, où on est complètement déchristianisé, même si on a un retour de la religion, ça va être quoi? Ce sera au maximum 500 000 personnes. C'est ridicule. Mais pour notre pays, c'est déjà énorme. 500 000 religieux sur 60 millions, c'est énorme. Et bah, eux, comme ils sont 1 milliard et quelques, bah forcément, on multiplie le chiffre par plusieurs dizaines. Donc forcément, c'est complètement hallucinant. Et donc effectivement, là, ce chiffre-là est bluffant. Et la plupart, comme je vous l'ai dit, de ceux sur Twitter, là, ceux qui sont des militants d'Internet, quoi. Les militants d'Internet, on les connaît. Donc les mêmes qui te disent ouais voilà, faut que le Pakistan gagne contre l'Inde parce que les Pakistanais ils sont musulmans. Mais en fait, il y en a aussi en Inde. Il y en a aussi en Inde des musulmans. Je veux dire, il y en a plus que dans tout le Maghreb en fait. Donc tais-toi et apprends. Tu vois, apprends, tu te tais, tu apprends et tu écoutes et tu acceptes. C'est comme ça d'ailleurs qu'on progresse. C'est d'apprendre des fois, de passer par des humiliations. Voilà, c'est moi-même je ne le savais pas non plus. Bah voilà, je l'apprends, je me tais et je le répète. Voilà, je répète et je le dis gentiment, sans aucun mépris, sans aucun. C'est dingue ça. Encore une fois, les chiffres, très importants les chiffres, très très importants. Je le cite souvent avec le cas de l'Iran notamment. L'Iran est très intéressant. 60% des diplômés d'université sont des femmes. Donc les femmes de gauche qui nous disent oui, les femmes en Iran sont complètement bridées, elles n'arrivent pas à ceci, à cela, elles sont regardez, nanana, ou même les femmes de droite qui vous disent regardez la religion, un truc. Bah oui, mais non en fait, 60% des diplômés d'université en Iran sont des femmes. C'est pas le cas en France, de très loin d'ailleurs. Non, je crois qu'un des prix Nobel de maths, même s'il n'y a pas vraiment de prix Nobel de maths, il y avait un des prix Nobel concernant le domaine des mathématiques, a été donné à une Iranienne justement. D'ailleurs, je crois qu'il y a aussi beaucoup de femmes dans le domaine des échecs aussi en Iran qui sont assez fortes, assez puissantes. Donc c'est marrant de voir que tous ces pays-là qu'on nous vend, en Occident en tout cas, qu'on nous vend comme des pays sous-développés, des pays où justement ils sont très arriérés, très archaïques, et ben en fait finalement encore une fois quand tu dépasses le conspirationnisme mainstream et quand tu dépasses tout ce qu'on te vend dans les médias évidemment subventionnés qui sont possédés par des milliardaires qui vous vendent une vision du monde et pas une vision globale ou plusieurs angles différents
différents qui vous permettent de vous ouvrir l'esprit, et ben quand vous dépassez tout ça, vous vous rendez compte effectivement qu'en fait, grâce aux chiffres justement, la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Il faut avoir ces masses démographiques à l'esprit. Exactement. Lorsque, après 1945, il y a eu la campagne de désobéissance, où une figure s'est fait remarquer, c'est évidemment la figure du Mahatma Gandhi, qui s'appelait Gandhi, qui était né en Afrique du Sud, il était avocat né en Afrique du Sud, d'une famille de caste, je crois que c'était la caste ça devait être des artisans, je crois, enfin c'était ni les brahmanes, ni les kshatriyas, mais ça devait être la troisième caste, ses parents s'étaient installés en Afrique du Sud. Bref. Gandhi, à partir des années 30, puis dans les années 40, va développer la non-violence, Ahimsa, comme on dit en sanskrit, la non-violence comme un moyen d'action politique. Et il va être surnommé le Mahatma, toujours le même Maha qui veut dire grand, et Atma, ça veut dire l'âme, c'est le mot de sanskrit qui a donné le mot de l'âme dans les langues occidentales. Donc le Mahatma Gandhi, c'est la grande âme, c'est un hindouiste, et il va demander l'indépendance de l'Inde. Sauf que les musulmans ne l'entendent pas de cette oreille. Et les musulmans considèrent qu'eux, ils veulent leur propre pays. Et donc il va y avoir un autre acteur qui va s'imposer à ce moment-là, au moment de l'indépendance des Indes, comme on disait, qui est Mohammed Ali Jinnah, qui est le chef, en fait, des musulmans indiens. Voilà. Et alors sachant que les musulmans indiens, ce sont des Indiens d'origine, qui ont été convertis à l'islam. Et l'islam a converti des Indiens. En règle générale, c'est comme le christianisme, il y a aussi Saint François Xavier, et puis les Portugais qui sont arrivés en Inde dans les années 1500, par là, avec Vasco de Gama, qui ont créé des implantations, par exemple à Goa, où il y a une implantation chrétienne. Il y a d'ailleurs, on estime qu'il doit y avoir quelque chose comme 60 ou 70 millions de catholiques en Inde. Alors c'est tout petit par rapport à 1,4 milliard, mais enfin, il y a beaucoup plus de catholiques en Inde pratiquants qu'en France, par exemple. C'est vraiment Voilà, pareil. C'est dingue. C'est vraiment un pays, c'est un univers en soi-même, l'Inde. Il y a d'ailleurs des cardinaux indiens qui vont aller au conclave. Mais bon, le christianisme, le catholicisme a fait peu d'émules par rapport à l'islam. Et dans un cas comme dans l'autre, que ce soit les chrétiens ou les musulmans, ils ont recruté, si j'ose dire, parmi les nouveaux fidèles, des gens qui étaient en bas de la hiérarchie des castes en Inde, puisque la religion hindouiste est fondée sur une division par caste. Depuis ce fameux texte le plus célèbre de tout l'hindouisme, qui fait partie du Mahabharata, qui s'appelle la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux, et c'est là-dedans qu'il y a l'apparition de la division par caste. Et donc les basses castes, celles qui sont tout en bas de la hiérarchie, ou les hors castes, ce qu'on appelle les intouchables, eux, les mlechas, on va dire en sanskrit, eux, bien souvent, ils ont adopté l'islam ou le catholicisme. Puis pour sortir de cette religion où ils étaient dans les basses castes, pour adopter une religion qui, que ce soit l'Église catholique ou que ce soit l'islam, ce sont deux religions qui ont vocation à l'universel, puisque tout le monde... Vous voyez, c'est dingue, parce que finalement, on se rend compte que l'hindouisme, comme il le dit, qui est une société justement et une religion de caste, pour justement les gens qui font partie de la caste la plus basse, les intouchables, pour sortir justement de cette... pour question en fait, d'adaptation, en fait, pour vivre une meilleure vie et sortir de la souffrance, ils se sont convertis à d'autres religions, notamment l'islam et le catholicisme. Parce qu'évidemment... donc ça, c'est marrant. Et il se passe exactement la même chose en France. Vous voyez que la majorité des gens qui se convertissent notamment à l'islam, ce n'est pas des mecs, ce n'est pas des hauts fonctionnaires, ce n'est pas des grands savants français, ce n'est pas des grands bourgeois français, non. La plupart sont des types de banlieue, la plupart sont des types qui gagnent pas énormément d'argent, qui font partie justement de la caste basse française, même si nous, on n'a pas un système de caste, mais on n'en est pas loin, parce qu'on est quand même beaucoup dans le réseautage, dans le pistonnage, et c'est marrant. Et maintenant, on peut comprendre d'une certaine manière aussi pourquoi il y a autant de gens qui retournent vers la religion, notamment le christianisme et l'islam. Il y a ce système aussi là de souffrance et de voilà, je n'appartiens pas à, donc je me convertis à. Ça, c'est hyper intéressant. Et c'est le cas en ce moment, comme vous le voyez, comme le décrit très bien Asselineau, avec l'hindouisme. Très, très intéressant. Comme le dit Delavier, c'est toujours une question d'adaptation et d'une certaine manière de sortir aussi d'une certaine souffrance. Comme on souffre en étant dans cette caste-là, ou comme on souffre en ayant ce métier-là, ou en ayant ce train de vie-là, ou en ayant ces fréquentations-là. Pour sortir de la souffrance, il faut examiner la souffrance, déterminer ce qu'est la souffrance ou ce qui nous fait souffrir et la supprimer. Donc changer de métier, changer de fréquentation, changer de religion, changer de rythme de vie, etc. etc. C'est hyper intéressant. Ce sont des religions prosélytes, comme on dit. Bref, en 1945, 46, 47, le vice-roi des Indes, Lord Mountbatten, qui est un cousin de la reine d'Angleterre, enfin du roi d'Angleterre et de la reine d'Angleterre, il est nommé vice-roi des Indes et il est chargé d'aboutir à l'indépendance de l'Inde. Ouais. Et il essaye d'aboutir à cette indépendance, mais il a affaire à deux forts caractères. D'un côté, le Mahatma Gandhi, de l'autre côté, Mohammed Ali Jinnah. Et le plus comment dirais-je, intransigeant des deux, c'est Mohammed Ali Jinnah, qui considère qu'il ne veut pas du tout avoir le même pays que les hindous et qu'il lui faut son pays à lui, le pays des musulmans.
Et donc, finalement, après bien des rebondissements, tout ça je schématise, j'invite tous ceux et celles qui s'intéressent à aller s'enseigner davantage, finalement, le vice-roi des Indes décide en fait d'aboutir à une partition des Indes. C'est la fameuse partition qui va avoir lieu en 1947, qui va se prolonger en 48 de mémoire, 1900, hein. Et donc, où on va avoir la création de deux États, tout le sous-continent indien, le centre, qui devient l'Union indienne, union de toute une série de principautés majoritairement hindouistes, et puis aux deux extrémités, un nouveau pays qu'on va appeler le Pakistan. Paki, ça veut dire les purs, donc c'est le pays des purs, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, avec d'un côté le Pakistan occidental, de l'autre côté le Pakistan oriental. Le problème, c'est que si ces deux parties du Pakistan, c'est un pays qui est donc coupé en deux par l'Inde au centre, qui doit représenter quelque chose comme 2000 ou 3000 km entre les deux parties du pays, ce qui n'était pas viable, comme la suite l'a montré. Mais dans ces zones-là, il y avait beaucoup de musulmans, mais il y avait aussi des hindous. Et les hindous, ça a été une espèce d'épuration ethnique. Les Pakistanais ont dit aux hindous de dégager. Réciproquement, il y a un certain nombre de musulmans qui étaient dans l'Union indienne, qui sont allés se réfugier dans les Pakistans. Pas tous. De telle sorte qu'il y a eu des massacres épouvantables, il y a eu des transferts, des millions de personnes qui ont été transférées. On estime qu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers, peut-être même plusieurs centaines de milliers de morts avec cette partition des Indes, où il y a eu des règlements de compte, des haines cuites et recuites, des gens abandonnant leur logement pour aller très loin, etc. Donc, qui allait prendre le logement, des voleurs, des violeurs, des assassins, enfin bon, vous imaginez le drame qu'a été l'indépendance de l'Inde et la création de ces deux pays qui, donc, depuis leur naissance, mais avec tout l'historique précédent que je viens de rappeler, étaient voués à être des ennemis, à être comme chien et chat, si on peut dire les choses d'une façon un peu euphémisée, mais disons à se détester. Voilà. Et donc l'Inde d'un côté, le Pakistan de l'autre. 1947, tout ceci nous a mené à 1971, où la partie orientale du Pakistan, qui n'est pas du tout la même ethnie que la partie occidentale, au Pakistan occidental, ce sont essentiellement des personnes qu'on appelle des Aryens, comme Iran. Hein. Aryen, le mot aryen de Hitler, cher Hitler, c'est ça, ce sont des Aryens, c'est-à-dire des personnes, et les Pakistanais sont des gens qui ont la peau foncée, parfois noire, parfois très foncée, pas toujours, mais qui ont des traits européens. Alors qu'à l'autre bout de l'autre partie du Pakistan, le Pakistan oriental, qui allait devenir le Bangladesh, c'est pas du tout la même ethnie, c'est pas du tout des Aryens, ce sont des Bengalis. Donc c'est du point de vue ethnique, anthropologique, c'est tout à fait différent. Ce sont des Bengalis qui ont été convertis à l'islam. En 1971, le Bangladesh, enfin la partie orientale, réclame son indépendance du Pakistan occidental, parce que la principale capitale, justement, était... Alors, c'est une ville qui s'appelle Islamabad, qui est une ville nouvelle, près de Rawalpindi. Il y a le grand port de Karachi, c'est le poumon économique, mais la capitale s'appelle Islamabad, juste à côté de la ville de Rawalpindi, dans le nord du Pakistan. Et évidemment, c'était extrêmement loin du Pakistan oriental, et donc ils obtiennent une guerre. L'Inde favorise d'ailleurs la sécession du Bangladesh, parce que l'Inde préfère ne pas être entre les deux mâchoires de ce pays. Donc l'Inde va favoriser l'indépendance du Bangladesh. L'Inde est à l'époque d'ailleurs soutenue plus ou moins de mémoire par l'Union soviétique. Hein, c'est à la période notamment de la famille du pandit Nehru et de sa fille Indira Gandhi, qui n'a rien à voir avec Mahatma Gandhi, c'est simplement qu'elle s'était mariée avec un monsieur qui s'appelait Gandhi. C'est cette période-là des années 60, 70. L'Inde est proche de l'Union soviétique, alors que le Pakistan est proche des États-Unis d'Amérique. Quant à la Chine, elle essaye d'avoir son propre jeu, sachant que la Chine et l'Inde ont des conflits frontaliers qui sont toujours existants aujourd'hui, puisque la frontière sino-indienne est mal définie, que ce soit du côté du Cachemire, donc dans le nord-ouest de l'Inde, ou que ce soit du côté de l'Assam, c'est-à-dire dans le nord-est de l'Inde, aux confins du Myanmar, c'est-à-dire de la Birmanie. En 1971, le Bangladesh devient indépendant, donc on a deux nouveaux États, et l'Inde, dans les années 70, je crois que c'est en 74, se dote de l'arme nucléaire, même si ça n'est jamais avoué. On sait qu'à partir de 74, l'Inde devient une puissance nucléaire. Et dans les années 90, le Pakistan, ce qui reste de Pakistan, donc la partie occidentale, devient également une puissance nucléaire, sans le dire. Hein, dans le monde aujourd'hui, il y a des pays qui sont des puissances nucléaires avouées, que tout le monde sait, que tout le monde connaît. Hein, c'est les États-Unis d'Amérique, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni a délégué quasiment toute sa force de frappe aux États-Unis. Et puis la France et la Chine. Ça, ce sont les 5 puissances nucléaires qui correspondent d'ailleurs aux 5 grands du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis il y a des puissances qui ont des armes nucléaires mais qui ne l'ont jamais avoué. Et c'est un secret polichinelle, tout le monde est au courant, qui l'ont bâti par leur propre force ou en ayant le soutien de tel ou tel pays étranger, voire en volant de la technologie ou en l'achetant, etc. Donc il y a eu brièvement l'Afrique du Sud qui a été une puissance nucléaire mais qui l'a perdue. Il y a eu brièvement le Kazakhstan et l'Ukraine au moment du démantèlement de l'URSS, parce qu'il y avait des armes nucléaires soviétiques qui étaient installées en Ukraine, en Biélorussie aussi, je crois, et puis au Kazakhstan. Et lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée, il a fallu que la Russie récupère les armes nucléaires qui étaient disséminées au Kazakhstan, en Ukraine et en Biélorussie, ce qui a quand même été fait. Il y a parmi les puissances nucléaires l'Inde, qui n'a jamais avoué qu'elle l'était, mais tout le monde le sait. Il y a le Pakistan. Il y a Israël, qui a obtenu la bombe dans le courant des années 70-80, la bombe nucléaire. Il y a à peu près 200 ogives nucléaires dans le désert du Negev. Et puis, il y a récemment la Corée du Nord, qui s'est dotée de l'arme nucléaire. Et
Tout le monde sait que l'Iran est soupçonné de vouloir se doter de l'arme nucléaire, ce qui pousse Israël à exiger l'intervention des Occidentaux, à exiger que les États-Unis d'Amérique interviennent militairement en Iran, ce qui serait extraordinairement grave, parce que ça pourrait être une poudrière qui explose. Et ça d'ailleurs, on en a parlé avec Gérard Chevrier dans ma dernière interview d'il y a 1 mois et demi maintenant, je crois. Où il disait justement effectivement que si l'Iran se dotait d'armes nucléaires, ça pourrait justement, les pays arabes pourraient se mettre du côté justement de la Palestine et donc de l'Iran et peut-être tourner le dos à Israël, alors que actuellement c'est pas le cas, puisque l'Iran n'est pas encore une puissance suffisante et suffisamment nucléaire pour pouvoir contrebalancer un petit peu la puissance hégémonique israélienne. Voilà. Et l'Iran, récemment d'ailleurs, a fait une offre politique qui consistait à dire qu'elle renonçait à tout projet d'armement nucléaire dans la mesure où Israël en faisait autant. Ce qui, évidemment, est un peu embarrassant pour l'État d'Israël, parce que la fiction, c'est qu'Israël ne serait pas une puissance nucléaire. Et à partir du moment où on sait qu'il y a 200 ogives nucléaires en Israël, la position devient moins évidente de l'interdire à l'Iran. En tout cas, c'est ce qu'avait dit un jour Jacques Chirac quand il était président. Il avait dit « Mais pourquoi vous êtes aussi hostile à la position de l'Iran puisque de toute façon, si l'Iran tirait un missile nucléaire, l'Iran serait ravagé tout de suite par les missiles israéliens. » Tout le monde en avait beaucoup voulu à Chirac d'avoir dit ça. C'était quand même tout simplement la franchise, en définitive, dans un monde où il y a peu de franchise. Alors, aujourd'hui, on en est où ? Aujourd'hui, on n'en est que du côté indien. Le côté indien, c'est que l'Inde devient de plus en plus une très grande puissance. Il y a quelques mois, l'Inde a dépassé la Chine en nombre de population. C'est ça. Est devenu le pays le plus peuplé du monde, avec plus d'1,4 milliard d'habitants. Deuxièmement, l'Inde, suivant la Chine, avec du retard, mais quand même, l'Inde s'est mise au diapason du monde moderne. Et notamment, alors la Chine en a profité à plein, l'Inde un peu moins, mais quand même, la Chine a profité à plein des délocalisations industrielles décidées par les États-Unis d'Amérique, par l'intermédiaire de l'OCDE, l'Europe par l'intermédiaire de l'Union européenne, de l'acte unique de 86, du traité de Maastricht. Donc tous les pays occidentaux, à quoi il faut ajouter le Japon, se sont délocalisés. Ils se sont délocalisés en Chine, mais aussi en Inde, mais aussi un peu au Pakistan. Donc on a un véritable développement économique qui a commencé à se produire dans ces pays. Actuellement, il y a à peu près, donc il y a une très grande disparité de démographie. Il y a 1,4 milliard d'Indiens dans l'Union indienne, il y a peut-être 250 millions de Pakistanais. Donc du point de vue de la démographie, il y a une très forte disparité. En revanche, il y a entre les deux États un peu un équilibre de la terreur en termes nucléaires. Donc il ne faut pas rigoler. Alors ce qui vient de se passer, si j'ai bien compris, c'est qu'il y aurait eu des attaques de missiles lancées par les Pakistanais, parce que il n'y a pas le nord du Pakistan et de l'Inde, ça concerne le Cachemire. C'est encore quelque chose à savoir, c'est que le Cachemire est majoritairement peuplé de musulmans, mais le Maharaja du Cachemire, la famille régnante au Cachemire au moment de la partition des Indes, lui était hindou. Un petit peu la même chose, un peu comparable à ce qui se passe dans le royaume du Bahreïn, dans le golfe arabo-persique, puisque la majorité des habitants du Bahreïn sont chiites. En revanche, la famille royale est sunnite. Ce qui pose des gros problèmes, puisque derrière, vous avez l'Arabie Saoudite d'un côté et l'Iran de l'autre. Donc là, c'est pareil, le Pakistan. Vous avez, donc, entre l'Inde et le Pakistan, cette espèce comment dirais-je, de problème non résolu depuis 1947, avec le Cachemire, qui est majoritairement, c'est une région magnifique. Je suis allé, moi j'étais allé à Srinagar, c'est très très beau, c'est aux confins des Himalayas, le lac de Srinagar, c'est absolument splendide, c'est absolument magnifique. On y voit d'ailleurs les jardins de Shalimar, qui ont donné leur nom à un parfum de Guerlain pour les dames dans les années 70, enfin c'est magnifique. Mais l'État de Jammu et Cachemire, comme on dit, encore une fois, est peuplé de musulmans, dirigé par une famille princière hindoue. Il y a donc une guerre du Cachemire qui s'est soldée par une ligne de front et une ligne d'armistice, mais il n'y a pas de traité de paix. C'est un peu comme entre les deux Corées. Et donc la partie nord-ouest du Cachemire est occupée par l'armée pakistanaise, la partie nord-est du Cachemire est occupée par l'armée indienne. Et il y a régulièrement des escarmouches qui peuvent parfois tourner au vinaigre. Il y a déjà eu plusieurs fois, ça a tourné très très mal. Et à chaque fois, il y a eu les grandes puissances du lieu, c'est-à-dire d'une part la Russie, qui n'est pas très loin, surtout l'Union soviétique était encore plus près. Parce que dans l'Union soviétique, vous aviez le Tadjikistan, vous aviez le Kirghizistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, mais surtout le Turkménistan qui était vraiment quasiment frontalier. Donc l'Union soviétique ne pouvait pas se désintéresser de ce qui se passait là. La Chine encore moins, puisque la Chine, donc tout le nord de l'Himalaya, c'est la Chine, et c'est notamment la région du Xinjiang. Donc, qui veut dire nouvelle frontière en chinois, d'ailleurs, parce que ça a été rattaché au XVIIIe siècle à l'Empire chinois. Donc, on est aux confins des empires, et donc ni la Russie d'aujourd'hui, ni la Chine ne peuvent s'y désintéresser. Alors là, il y a eu une attaque, semble-t-il, de missiles pakistanais contre les Indiens, et le gouvernement de Narendra Modi, qui est, je le disais tout à l'heure, Bharatiya Janata Party, le parti de la mer indienne, est un gouvernement considéré comme nationaliste, patriote hindou, et donc décidé à ne pas se laisser faire. Et donc, ils ont décidé, semble-t-il, violant un traité ou un pacte qui avait eu lieu entre les deux pays, coupant les robinets d'eau alimentant tout le nord du Pakistan, venant des Himalayas, puisque toute la partie nord-ouest du Cachemire, la partie principale, c'est de là que viennent les sources d'eau qui vont ensuite irriguer en fait la vallée de l'Indus et le Pakistan. C'est-à-dire que si l'Inde coupe les robinets, le nord du Pakistan, il manque 80% d'eau, ce qui est évidemment un casus belli. Donc c'est ce qu'ont fait les Indiens, donc c'est monté évidemment tout de suite dans les tours. Les Pakistanais ont fait savoir qu'on était à 2 doigts d'une invasion, enfin d'une guerre
de l'Inde contre le Pakistan, avec possiblement, puisque je le rappelle tout à l'heure, 2 puissances nucléaires, donc on joue avec le feu. Hein. Ouais, Donc le monde, comme si le monde avait besoin de ça. C'est-à-dire déjà, on a l'affaire de la Palestine, de Gaza et de l'État d'Israël. Déjà, on a ce qui se passe à l'est du Congo. Déjà, on a l'affaire ukrainienne. Maintenant, voilà un nouveau conflit absolument dramatique potentiellement. C'est ça. Alors, j'ai vu que les Chinois d'un côté, les Russes de l'autre, sont intervenus immédiatement en disant pas question qu'il y ait la guerre. Ouais. Alors là, évidemment, quand il y a la Chine et la Russie qui interviennent, bon, les deux belligérants se sont dit un petit peu, mais c'est quand même assez dangereux, puisque je rappelle que l'Inde est une puissance en très forte croissance. Elle a une croissance économique actuelle supérieure à celle de la Chine, ce qui n'est pas anormal, puisqu'elle a encore un retard de croissance par rapport à la Chine, mais c'est en train de s'affirmer comme une très grande puissance du monde. Et non seulement une très grande puissance du monde, mais vous le savez, le Premier ministre Narendra Modi a un véritable projet civilisationnel. Il veut faire de l'Inde la grande puissance spirituelle du XXIe siècle. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas exactement le chemin que ça prend s'il commence à menacer du conflit nucléaire avec le Pakistan. Sûr, ouais. Espérons que les esprits vont se calmer. Alors, c'est la première fois que je fais je pense que depuis que j'ai créé l'UPER, que je parle de toutes ces histoires indo-pakistanaises. C'est vrai que je me suis permis de faire quelque chose d'un peu long. Parce qu'après, cette vidéo, vous savez, on les tronçonne, on les met sur François Asselineau. Ça permettra de faire, pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu à la politique, d'avoir ce que j'ai dit, évidemment, est beaucoup moins précis que si vous allez lire des livres spécialisés. Mais enfin, là, en espace de 20 minutes, je vous ai fait un panorama qui vous permet, en gros, de comprendre ce qui se passe. Ah, génial. Ah ouais, non, génial. Donc il a expliqué d'abord l'histoire des Indes et notamment la création du Pakistan, puis ensuite il a expliqué, maintenant il a remis un petit peu dans le contexte aujourd'hui les enjeux finalement, notamment le fait que l'Inde effectivement est une nation, pas loin même d'être super nation même, hein, qui dépasse maintenant qui dépasse la Chine de manière démographique, et pas que, qui est sur le point de devenir une des premières puissances mondiales, qui se développe, et notamment qui s'enrichit grâce aux délocalisations des puissances occidentales, et pas que. Donc, hyper intéressant. Et de l'autre côté, effectivement, on voit que, comme vous le voyez, c'est surtout la situation au Cachemire qui est assez redoutable, je dirais. Donc, on va suivre ça. Bon, apparemment, les Russes et les Chinois ont très vite fait comprendre au Pakistan et à l'Inde que c'était pas ce qu'il fallait en ce moment. Et c'est vrai que c'est pas rassurant parce qu'on se rend compte que finalement, de plus en plus de pays, au-delà du conflit, parce qu'il y a un conflit qui démarre pour des raisons qui peut-être capitalistes, des fins économiques, pour des questions territoriales, etc. Et finalement, on se rend compte toujours qu'à l'intérieur de ça, il y a déjà en fait des problèmes. Notamment, il l'a expliqué pendant un moment, que effectivement, les musulmans voulaient leur propre nation, que les hindous voulaient aussi leur propre pays, etc. Et ce qui fait que ça a créé finalement une sorte de scission civilisationnelle. Et déjà là, c'est le démarrage en fait d'un conflit social, d'un conflit ethnique, d'un conflit religieux, d'un conflit spirituel, etc. Et c'est un petit peu le même cas, vous le savez, en Israël-Palestine. On en a déjà parlé ici, mais si une des raisons aussi pour lesquelles Netanyahou, et pas que, notamment de gros soutiens financiers israéliens ne veulent pas finalement d'une nation palestinienne et de plus de droits concernant le peuple palestinien, c'est pour des questions démographiques. C'est pour des questions démographiques. Notamment, pas que, évidemment, il y a aussi le projet messianique, le grand Israël, etc. Mais il faut comprendre que déjà, par des chiffres, les Palestiniens, sur 30 ans, ils vont dépasser Israël en termes de natalité. Ils vont dépasser Israël, c'est évident. Donc en fait, on se rend compte que même si Israël leur donne effectivement plus de droits, leur redonne certaines terres, etc., d'une question démographique, et notamment religieuse, parce que les Palestiniens sont majoritairement musulmans, il y a aussi des chrétiens, les Israéliens sont de moins en moins religieux. On parle du peuple, hein, on ne parle pas de ceux qui ont pour projet on parle du peuple. La plupart des gens qui vivent en Israël sont de plus en plus déjudaïsés, j'ai envie de dire. Ou alors ils se prétendent juifs athées, juifs laïcs, etc. Ou d'une certaine manière, comme ils sont sionistes, c'est une forme de religion finalement, c'est une forme de spiritualité, une forme de vision politique et donc aussi vision quotidienne. Donc tout ça est très intéressant et c'est vrai que tous ces conflits-là, on en revient toujours un peu à la même question, notamment sur le conflit ukraino-russe aussi, c'est d'avoir une terre propre à son peuple. Une terre propre à son peuple, propre à sa communauté, propre à sa religion, propre à son mode de vie finalement. Et on se rend compte que l'universalisme qui voudrait regrouper plusieurs ethnies, plusieurs peuples, plusieurs personnes ayant un train de vie et un modèle de vie différent, sous un seul même joug, sous une seule même nation qu'on a ici en France avec la République, ce modèle ne marche plus. Ce modèle ne marche plus. Le modèle universaliste ne fonctionne pas. On se rend compte, même ici en France aussi, hein, on n'est pas loin, notamment avec CNews et compagnie, et tous les nationaux sionistes qui appellent à la guerre civile finalement.
en poussant justement les Français patriotes à se révolter contre les Français musulmans. Qui leur disent regardez, regardez, ils sont en train de piquer vos terres, ils sont en train de ceci, ils sont en train de cela. Ils nous poussent justement au chaos, ils nous poussent à la guerre civile. Et finalement, ça ne fait que ralentir finalement ce projet égalitariste et universaliste et républicain qui était finalement la France fut un temps. Qui était la France fut un temps. Mais notamment avec le catholicisme. Et le projet républicain, finalement, on voit finalement se dissout de manière complètement évanescente. Il part en fumée. Et c'est ça dans tous les pays du monde, cette fausse vision de l'universalisme. En fait, il n'y a qu'en Russie que ça marche. Il n'y a qu'en Russie que ça marche. Avec un conflit, enfin avec un... Et encore, parce que Poutine a donné une nation aux Tchétchènes, avec une personne qui est justement le chef de la Tchétchénie, qui gère le peuple tchétchène, qui sait leur parler, etc. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer aussi en France, hein, pas loin. Ça ne m'étonnerait pas finalement. Cet universalisme français finalement finira par imploser et je pense que finalement un jour on donnera finalement peut-être une partie de la France ou peut-être je sais pas, c'est à surveiller en tout cas. Mais je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est bien. Je pense qu'effectivement le modèle russe c'est le meilleur hein, finalement. Maintenant est-ce que ça marchera en France, je ne sais pas. Mais si c'est en tout cas si ça peut nous éviter la guerre civile et d'éviter aussi notamment de grosses pertes, c'est préférable. C'est préférable que de perdre encore des Français ou de perdre, je sais pas, une perte tout court et notamment une perte violente comme le veut les Zemmour et compagnie n'est pas souhaitable. Si on est un vrai patriote, on ne souhaite pas que son peuple s'engouffre dans une guerre civile ou dans une forme de tension qui vouerait justement à créer des conflits physiques, violents, au-delà du verbe, au-delà de toutes les armes qu'on a qui sont des armes pacifistes. Donc bref, grosse vidéo du jour, hein, 40 minutes, c'est long quand même, désolé. Hein. Mais grosse vidéo quand même assez importante sur le conflit indiano-pakistanais qui, pour le moment, n'est pas plus alarmant que ça, mais à surveiller. Donc évidemment, si vous voulez plus d'informations, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like, etc., etc. Vous connaissez la chanson, chers amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout, surtout, sur mes ennemis.